Les matins de France Culture, Guillaume Erner. À quel défi le journalisme doit-il faire face dans ce contexte de pandémie? Pour en parler, je suis en compagnie de Vincent Giret. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vincent Giret, vous êtes directeur de France Info, cofondateur de Médias en scène, le festival international des médias de demain qui s'ouvre aujourd'hui sur Internet. De quoi allez-vous parler aujourd'hui, Vincent? Alors, Médias en scène, c'est vraiment un lieu de dialogue à ciel ouvert entre professionnels, mais aussi avec le grand public. C'est vraiment quelque chose qu'on veut très ouvert sur la façon dont les médias sont capables de faire société aujourd'hui. Alors, de quoi et cette troisième édition, c'est la troisième édition qui sera bien sûr 100% digitale, en raison des conditions sanitaires. Elle intervient dans un contexte très particulier, j'allais dire vraiment même peut-être historique de l'histoire des médias. À la fois dans ces derniers mois, avec la pandémie, nous avons tous collectivement jamais consommé autant de médias, sous toutes ses formes, sur tous les supports. De l'information, des séries, des fictions. Ça a été même un élément extrêmement important de notre résilience individuelle et même de notre résilience collective. On a tenu, en fait, d'une certaine manière, grâce aux médias. Et l'autre côté de cette situation, c'est que cette crise sanitaire a constitué un tremblement de terre pour l'écosystème et pour les modèles économiques de ces médias. Très déstabilisés, pour des raisons, bien évidemment, qu'on peut imaginer, de distribution, de publicité. Et ça... on a besoin de réfléchir, de s'arrêter un peu, et d'examiner toutes les dimensions de la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc nous allons parler, pour répondre à votre question, du journalisme et de la connaissance. C'est vraiment une des thématiques primordiales aujourd'hui. Les scientifiques, les médecins, les chercheurs ont fait irruption sur nos plateaux, dans nos studios, dans nos colonnes, et de manière parfois très désorganisée. On l'a fait à chaud, j'allais dire. Et sans doute le temps est venu de créer des liens, d'organiser cet espace public de dialogue avec le monde scientifique. Je pense que c'est très important et c'est l'occasion de le faire. Beaucoup de scientifiques seront présents à Médias en scène aujourd'hui. Nous allons parler aussi, et le sujet, bien évidemment, il y a une passerelle entre les deux sujets, de la grande décennie du climat. On ne peut pas tout changer en une décennie, mais si nous ne changeons pas des choses substantielles dans les 10 ans qui viennent, nous ne pourrons pas faire face au réchauffement climatique. Et là encore, il s'agit d'organiser un dialogue et un travail journalistique, éditorial, main dans la main avec les meilleurs scientifiques pour créer du consensus et faire en sorte que la société change. Mais alors Vincent, je dirais, il y a quand même un paradoxe dans ce moment-là, et on n'a jamais autant entendu d'informations scientifiques, médicales, de points de vue divers, et cependant, la défiance vis-à-vis de ce qui est pointé comme étant une information officielle semble très bien se porter. Oui, la défiance se porte très très bien. Elle participe même au chaos de l'information aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer ça. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul pour réaliser qu'en 2 décennies, nous avons vécu 4 grandes ruptures. Une rupture technologique. Bien évidemment, elle va de soi. Jamais une technologie dans l'histoire de l'humanité ne s'est diffusée aussi rapidement, aussi massivement. Une rupture des usages, on est dedans encore, elle se transforme. Nous ne consommons plus des médias et de l'information, par exemple, comme nous le faisions autrefois. Une rupture des modèles économiques, on en parlait à l'instant. Et une 4e rupture, qui est celle de l'information. Et cette rupture, il y a un Américain, Martin Gurry, qui a écrit un livre qui s'appelle The Revolt of the Public et qui a une métaphore toute simple pour expliquer cette crise de l'information. Il dit, nous avons vécu un tremblement de terre, ces plaques, ces ruptures dont je vous parlais à l'instant, et ce tremblement de terre a été suivi d'un tsunami de l'information. Nous sommes assaillis d'informations aujourd'hui, nous vivons dans ce tsunami. Et bien évidemment, ce tsunami d'informations, ce trop-plein d'informations, cet espace saturé, totalement dérégulé de l'information, provoque de la défiance. Il abîme les institutions, il abîme la vérité, il abîme les faits. Et donc nous vivons dans cet univers-là, au début, peut-être la préhistoire du numérique, et nous devons faire face à cette situation-là. Et donc notre grand défi pour nous professionnels, par exemple de l'information, c'est d'essayer de recréer des digues de confiance. Bon. Et alors, ce que vous avez dit peut paraître surprenant de voir qu'alors qu'on a fait parler, on a invité tous des... A priori, il y a eu beaucoup de points de vue. C'est compliqué, enfin, de l'intérieur. Je ne sais pas quel est votre point de vue, Vincent Giret, mais parler d'une thèse du système ou en tout cas d'un discours monolithique sur cette pandémie, c'est ne pas avoir la même expérience
que nous, de l'intérieur, on n'a pas la sensation Oui, elle est qu'il y a eu contre-intuitive. un discours. Exactement. Mais vous savez, il y a aussi une singularité française. Je pense que ces chiffres sont vrais aussi dans d'autres pays, hein, surtout quand des dirigeants politiques de premier plan ont nié les faits ou ont construit des discours de vérité alternative sur ce sujet-là. Mais il y a aussi une singularité française. Le Reuters Institute mesure chaque année la confiance en l'égard de l'information dans une quarantaine de pays. Et depuis plusieurs années, la France est le pays en Europe où la défiance à l'égard de l'information est la plus forte que dans des pays d'Europe de l'Est dont la démocratie est récente. Donc ça interroge quelque chose de très singulier. Pourquoi en France cette défiance est-elle aussi forte ? Bien évidemment, elle est corrélée à la défiance à l'égard des institutions. Elle est corrélée à une histoire particulière. Les historiens qui travaillent sur ce sujet-là ont émis une thèse qui, moi, m'intéresse, qui me paraît assez pertinente. Dans un pays qui s'est vraiment constitué par son État, il y a une trace de longue durée historique. Et le fait que pendant la Seconde Guerre, l'État en France ait failli, que le pays était occupé, que l'État qui constituait finalement notre identité nationale se soit effondré à ce point-là, a laissé quelque chose, une trace indélébile de défiance qui se prolonge de génération en génération. Et alors l'autre paradoxe, Vincent Giret, j'ai sous les yeux un sondage qui a été publié hier dans le Financial Times. Et alors il s'agit de demander aux scientifiques comment ils ont la sensation d'avoir été entendus pendant cette pandémie. Alors, il y a des pays où les scientifiques ont la sensation d'avoir été vraiment écoutés, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, la Chine, la Corée du Sud, et puis des pays où ils ont la sensation de ne pas avoir du tout été écoutés. Et alors là, il y a la France qui arrive. Alors certes, après les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, mais malgré tout, il y a seulement 40% des scientifiques français qui estiment avoir été entendus pendant cette pandémie. Alors, entendus par les dirigeants. Je serais très intéressé d'avoir aussi l'autre question qui n'est pas dans le sondage, qui c'est est-ce que les scientifiques ont l'impression d'avoir été entendu par la population. Alors, je pense que c'est assez corrélé à ce dont on discutait juste auparavant, à cette crise de confiance et à cette défiance très très forte, y compris à l'égard des institutions qu'on sent bien dans ce pays. Je pense aussi qu'il y a quelque chose de plus conjoncturel, de plus inédit finalement dans cette crise. On a vécu une controverse scientifique à ciel ouvert. D'habitude, ça se passe dans les laboratoires, dans le secret des colloques, dans des choses qui sont beaucoup plus discrètes, dans lesquelles le grand public ne rentre pas. Et là, on a vu des scientifiques discuter entre eux au même moment, ne pas être d'accord. Ça nous a surpris. On pensait que les scientifiques étaient capables de s'entendre sur des vérités. Et puis, on a découvert qu'en fait, y compris des très grands noms de la science tout à fait respectables, ont sous-estimé dès le début de la pandémie la gravité de la chose qui nous tombait dessus. C'est vrai, ça a existé, ça, Vincent Giret? Je pense qu'on en a la mémoire, oui, vous comme moi. On pourrait faire d'ailleurs et d'ailleurs des morceaux choisis. Les morceaux choisis seraient d'une très grande cruauté. Et ça, je pense que, si vous voulez, ça nous a surpris, bien évidemment, mais en fait, c'est le fonctionnement de la science. Le débat contradictoire parmi les scientifiques fait partie, et même le moteur du progrès de la science, mais ça, nous n'étions pas préparés à ça. Il y a très peu de culture scientifique dans le pays. Mais du coup, on s'est trompé avec eux, puisque on a nécessairement invité des gens qui... je parle de scientifiques reconnus, on n'est pas allé les chercher dans des lieux obscurs, mais plutôt dans les universités, dans les lieux où ils sont censés être les plus légitimes, et ils ont tenu des discours, non pas sur des vérités alternatives, mais des vérités successives. Oui. Absolument, c'est très déstabilisant quand ça se passe dans une période aussi courte et avec un désarroi très grand des populations. Ça dit bien la nouveauté de ce qui nous tombe dessus, ça dit bien le peu de choses qu'on savait sur ce virus et sans doute beaucoup de scientifiques ont parlé sans que ce soit toujours, j'allais dire, leur champ de recherche principal. Et donc, de ce sentiment, de cette frustration, de cette... je crois, naît vraiment l'évidence qu'on a besoin aujourd'hui d'organiser quelque chose de beaucoup plus structuré dans le dialogue avec les scientifiques et les médias. Mais alors, justement, vous, Vincent Giret, qui co-dirigez Médias en scène et France Info, à partir de quel moment on peut, ou il faut, considérer qu'un scientifique, même s'il a des diplômes reconnus, ne peut plus être
entendu n'est plus audible. Il y a eu un moment, par exemple, on évoquait les rassuristes. Alors, hélas, il semblerait que les rassuristes se soient bien quelque peu trompés. Est-ce que ces rassuristes, il faut continuer à les entendre? Est-ce qu'il faut fermer la porte sur ces théories, semble-t-il, invalidées par les faits? Je crois quand même qu'il faut s'intéresser aux faits. Ensuite, en fait, je pense qu'il y a un besoin d'une formation sur la méthode scientifique, pour reprendre une expression qui est utilisée aussi dans nos médias. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de développer cette culture scientifique, de nous armer en fait collectivement. Je crois que c'est ça aussi qui a manqué. Vous savez, c'est les deux gros sujets qui nous assaillent aujourd'hui. C'est une crise qui touche au sanitaire, à la santé, à des choses très intimes qui sont corrélées avec des problématiques scientifiques, et puis une crise économique et sociale. Sur ces deux domaines-là, la culture générale, y compris de nos rédactions, si nous acceptons de balayer devant notre porte, est la plus faible. Parce que les processus de sélection ne passent pas par ces sujets-là, ou très peu, parce qu'il y a qu'une minorité de journalistes spécialisés sur ces questions-là. Et donc, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de réfléchir à ça, d'armer nos rédactions de profils scientifiques. Je peux saluer ici le travail que fait France Culture avec Nicolas Martin, par exemple, et son équipe, qui font un travail absolument formidable, et qui participent à élever la culture générale en matière scientifique. Je pense que si nous avons ça un peu plus, si nous avons un background sur la façon, sur la méthode scientifique, sur la façon dont progresse la science, dont travaillent les chercheurs, etc., alors nous aurons une plus grande résilience et une meilleure compréhension des enjeux. Mais justement, j'écoutais la série documentaire sur la manière dont cette pandémie avait été traitée dans l'actualité. Vincent Giray, il y avait une journaliste du service santé du Figaro qui expliquait que soudainement, son service qui était un peu, non pas relégué, mais voilà, pas forcément le service central, était devenu le barycentre de la rédaction. Est-ce que ça, c'est un point de vue général? Est-ce qu'on avait peut-être un peu négligé les services santé, les services scientifiques dans les rédactions? Je crois tout à fait, il faut le dire. Certains médias ont été tout à fait pionniers en la matière. Je pense, il y a quand même des médias qui ont fait un travail de fond depuis des années là-dessus. L'équipe scientifique du journal Le Monde est excellente, de très très bon niveau. Je pourrais citer France Culture, mais pas simplement parce que je suis ici, c'est parce que je le pense. Mais il y a quand même un certain nombre de médias qui se sont équipés sur ces sujets-là, mais d'une manière générale, de façon beaucoup trop marginale. On ne réussira à embarquer la population, à faire comprendre des choses sur le réchauffement climatique que si on est capable de travailler beaucoup mieux ensemble avec les scientifiques et expliquer par exemple comment naît un consensus scientifique, comment travaille le GIEC. Ça a été fait, on le fait de temps en temps quand il y a une réunion du GIEC, quand il y a un rapport du GIEC, mais il faut le faire de façon beaucoup plus systémique, beaucoup plus organisée. Mais avouez quand même que ces vérités successives, les différentes thèses qui se sont succédées dans les studios, sur les plateaux, elles ne plaident pas en faveur d'une vérité scientifique. On a plutôt l'impression, et on comprend à cet égard que le public ait des doutes, parce qu'il voit bien que le discours sur la pandémie a évolué. Oui, bien sûr, mais j'allais dire que ça, c'est le principe même de la science. Une vérité n'est une vérité que temporaire, jusqu'à temps qu'il y ait une autre vérité qui vienne la contredire, l'enrichir, la dépasser. Et donc oui, il ne s'agit pas d'être monolithique, de ne parler qu'avec tel ou tel. Il s'agit d'expliquer qu'il peut y avoir de la diversité, et qu'il y a de la diversité dans le milieu scientifique, et que c'est le moteur, précisément, du progrès scientifique. Et donc oui, il faut pouvoir donner la parole à différentes personnes, il faut les contextualiser, il faut quand même choisir, parce qu'on dans le tas, on a eu quand même pas mal de charlatans aussi. Donc il faut faire attention aussi. J'allais dire des charlatans diplômés pour la plupart, parce que généralement, on n'est pas allé chercher des rebouteux là-dessus. On a plutôt pris des personnes qui ont tout à fait... Oui, mais on découvre que les scientifiques sont aussi des êtres humains, avec des biais, avec des personnalités, avec des ambitions. Certains se sont pris au jeu aussi de la lumière et des plateaux et des studios. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un temps de réflexion collective. Il faut discuter avec eux aussi, de savoir comment on fait de la pédagogie intelligente, comment on traite une histoire où il n'y a pas de vérité unique à un moment donné, où on est obligé de faire du contradictoire aussi.
Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est celle des vaccins. Alors, avec une multitude de questions, Vincent Giret, est-ce que les médias sont là pour faire de la morale, pour prescrire des traitements, pour tenter d'y voir clair face à de grosses firmes pharmaceutiques qui, bien entendu, font assaut aujourd'hui de communication? Oui, mais bien sûr, il faut rappeler quand même ce qu'on doit à l'histoire des vaccins. L'histoire des vaccins, c'est l'histoire de l'allongement de la durée de la vie. C'est l'histoire d'épidémies qui ont disparu. D'autres réapparaissent, certes, mais ça a été le vaccin a été un moteur de progrès pour l'humanité absolument fondamental. Alors oui, il peut y avoir, bien évidemment, dans le contexte aujourd'hui, une bataille entre laboratoires. On la voit, elle est sous nos yeux d'ailleurs, chacun disant du jour au lendemain, mon vaccin est le meilleur, 95, 96, 97% de taux de réussite, de fiabilité. Oui, il y a tout ça, il y a des conflits d'intérêts dans ces milieux-là, il faut les regarder, il faut travailler dessus, on doit éclairer le débat public sur ces questions-là, mais ne pas oublier que les vaccins sont un élément fondamental de notre résilience. Et ça, oui, c'est une vérité scientifique quand même. Je change de sujet, Vincent Giret. Je prends l'autre sujet qui est dans l'actualité, le projet de loi sécurité globale, avec différentes déclarations. Une déclaration du ministre de l'Intérieur qui s'est rétractée ensuite, mais qui expliquait que pour pour couvrir une manifestation, eh bien, il fallait se rapprocher des autorités, disait-il, afin d'être protégé par les forces de l'ordre. Et il a expliqué ensuite qu'il ne s'agissait pas d'une obligation. Votre sentiment de directeur de chaîne, de France Info, lorsque l'on entend ce type de discours? Moi, je crois que les journalistes doivent pouvoir faire leur métier en toute indépendance, dans des règles du jeu, dans des règles éthiques, mais bien évidemment, filmer des manifestations, raconter ce qui se passe dans la rue, évoquer telle ou telle violence de part et d'autre, mais aussi de la violence policière, oui, ça doit pouvoir être dit, raconté, filmé, décrit, et ça me semble faire partie d'un espace démocratique normal. Les médias sont indépendants, ils sont un contre-pouvoir. Vous avez été ému, surpris, choqué par les déclarations de Gérald Darmanin? Je pense qu'on est dans une époque particulière. Je pense que je vois bien ce qui s'est passé aussi pendant la crise des Gilets jaunes. Voilà, il y a eu des débordements extrêmement forts. Il y a eu une violence très forte aussi de la part de la société, de la part des manifestants en l'occurrence. Les policiers ont été assaillis dans leur métier. Je pense que c'est forcément des conditions difficiles. Mais les journalistes sont là pour raconter. Les journalistes ont été assaillis également. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs tout à fait singulier. Vous savez, dans l'histoire de Radio France, par exemple, on a dû mettre des officiers de sécurité derrière des journalistes. Radio, on ne l'avait jamais fait. Ça dit quelque chose aussi de l'irruption de cette violence dans ces moments-là. Mais alors, justement, entre le marteau et l'enclume, le fait de dire que les journalistes devraient être accrédités, c'est précisément accréditer la thèse que l'on serait plus proche du pouvoir que du public ou des manifestations qu'on est censé couvrir. Oui, enfin, il y a quand même des professionnels de l'information. On a une éthique professionnelle, une formation. Bien sûr, on peut. C'est d'ailleurs aussi un trait de la défiance qu'on évoquait tout à l'heure. Mais moi, je m'en tiens aux règles et au savoir-faire du métier. Je pense que c'est important. Il faut avoir des convictions là-dessus. Merci Vincent Giret. Je rappelle que vous êtes directeur de France Info, cofondateur de Médias en Scène. Comment on va faire pour suivre Médias en Scène? On s'inscrit tout simplement sur le site mediaenscène.com. Dans quelques instants, je serai en compagnie de Marlène Schiappa, elle est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté, ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et elle publie Entre toutes les femmes 10 rencontres exceptionnelles aux éditions Grasset. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Marlène Schiappa, vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et vous publiez Entre toutes les femmes, un recueil de portraits aux éditions Grasset. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Seyss, vous qui veniez de la société civile, vous êtes devenu une politique aujourd'hui, mais était-ce compliqué, par exemple, de former votre cabinet, puisque auparavant vous étiez secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes?
C'est très difficile. Des bons conseillers ministériels, honnêtement, ça ne court pas les rues. Vous devez trouver des gens qui, à la fois, ont un grand sens politique, qui sont disponibles pour travailler quasiment 24 heures sur 24, parce que la politique, ça ne s'arrête jamais, et en même temps, des gens qui ont une bonne technicité sur le sujet dont vous avez la responsabilité, et surtout, des gens à qui vous pouvez faire confiance, parce que vous allez leur dire des choses très confidentielles, et donc il est important d'avoir des gens qui savent être discrets sur les sujets sur lesquels on travaille. Donc c'est un métier difficile, et trouver de bons conseillers ministériels, ça n'est pas si facile. Et alors, vous les avez choisis seuls ou l'Élysée vous a imposé des gens, comme le disait tout à l'heure Frédéric Seyss? Non, on m'a jamais imposé personne. Je crois qu'il y a parfois un petit peu de fantasme. D'abord, on peut dire non, comme ça a été très bien rappelé là. Donc, l'Élysée ou Matignon parfois propose des gens et le ministre peut très bien dire non. C'est la prérogative du ministre que de nommer les membres de son cabinet. Et puis ensuite, je disais, il y a un peu de fantasme. Moi, j'ai eu dernièrement un directeur de cabinet excellent au demeurant et qui a été quelques mois après recruté par le président de la République, donc qui est parti à l'Élysée. Certains disaient qu'il aurait été nommé là, qu'il aurait été obligé d'être nommé là, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc parfois aussi, il y a des surinterprétations de nominations. Et vous êtes dans l'entourage, en quelque sorte, du ministre de l'Intérieur, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, je suis chargée de la citoyenneté, donc il y a des sujets importants dont j'ai la responsabilité qui ont trait à la citoyenneté, qui ont trait à l'intégration des étrangers. Par exemple, j'ai pris une disposition pour naturaliser les travailleurs qui ont été en première ligne pendant le Covid et qui n'avaient pas encore la nationalité française. Je m'occupe de l'engagement des forces de l'ordre vis-à-vis des violences conjugales et la semaine qui arrive du 25 novembre sera importante. Et puis par ailleurs, je travaille effectivement main dans la main avec Gérald Darmanin sur tous les sujets comme la lutte contre le séparatisme, la lutte contre l'islamisme radical qui nous mobilise fortement en ce moment. Gérald Darmanin a expliqué qu'il fallait que les journalistes se rapprochent des autorités pour faire leur métier lorsqu'il s'agissait de suivre une manifestation. Il s'est ensuite rétracté. Il a dit qu'il n'y avait pas d'obligation. Quand même, c'est très étonnant. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Marlène Alors, en Schiappa ? fait, ce qui est dans le schéma du maintien de l'ordre qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur, c'est une possibilité, ça n'est pas une obligation. La possibilité qui a été présentée dans le schéma de maintien de l'ordre, c'est que lorsqu'il y a des manifestations, les journalistes puissent aller se déclarer à la préfecture pour principalement éviter toute confusion s'il y a des débordements au moment de la manifestation et que les forces de l'ordre soient informées du fait qu'il y a des journalistes et que ce sont des journalistes et que ce ne sont pas des manifestants. Mais je rappelle vraiment que ce n'est pas une obligation. C'est une possibilité. La liberté de la presse, elle est fondamentale dans notre pays et il ne s'agit absolument pas d'empêcher des journalistes de se rendre à une manifestation. Mais vous connaissez bien les journalistes, Marlène Schiappa, ça ne pouvait pas être bien reçu comme conseil, disons. Non, je crois que la confusion, elle réside autour du fait que ce soit une obligation ou pas, mais ça n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le schéma de maintien de l'ordre qu'a présenté Gérald Darmanin. Il a lui-même précisé ses propos immédiatement. Donc je rassure, j'espère en tout cas, les journalistes en rappelant que ce n'est absolument pas une obligation, c'est une possibilité qui est offerte justement pour assurer la possibilité aux journalistes de bien faire leur travail et de couvrir absolument tout ce qu'ils veulent couvrir dans la manifestation. Écoutez, pour être franc, les journalistes ne sont pas très rassurés à cet égard, Marlène Schiappa, parce qu'il y a ce projet de loi de sécurité globale, le fait que l'on évoque la possibilité ou non de filmer les forces de l'ordre. À quoi ça sert d'être Charlie à l'extérieur, parce que le gouvernement a été très Charlie, Emmanuel Macron a défendu le droit à la caricature, et de l'être beaucoup moins à l'intérieur du pays? Ah non, je partage pas du tout votre analyse. Moi, je crois au contraire que ce qui nous mobilise est la cohérence entre le fait, effectivement, d'être Charlie et de défendre, y compris à l'intérieur du pays. Moi, j'ai procédé à la réalisation d'un article 40 auprès du procureur de la République pour défendre la jeune Mila qui, une fois de plus, recevait des photomontages morbides, des menaces de mort, etc., etc. Donc moi, je suis farouchement pour la liberté d'expression, ce n'est absolument pas le sujet. Et je suis pour le fait de protéger les gens qui sont menacés. Que ces gens soient une adolescente comme Mila, que ce soit des femmes qui sont victimes de violences conjugales, ou que ce soit des policiers dont on met parfois les photos sur les réseaux sociaux avec des appels à la haine. Moi, j'ai rencontré un petit garçon de 8 ans au moment de la rentrée scolaire qui était au ministère de l'Intérieur, qui m'a dit « Moi, je mets des faux métiers à l'école sur les fiches pour mon papa. Je veux pas dire que mon papa est policier parce que j'ai peur que sinon je sois harcelée ou que mon papa soit menacé. » Donc, je voudrais vraiment dire que dans cette loi, parce que beaucoup de gens parlent de la loi sans l'avoir lu, le fameux article 24 de cette loi, il dit quoi? Il ne dit pas qu'on ne peut plus filmer les policiers, pas du tout. Il dit que simplement, on ne peut plus diffuser à des fins malveillantes des éléments qui permettent d'identifier, de reconnaître et de menacer les policiers. Donc oui, on peut toujours filmer les policiers, oui, on peut toujours filmer les manifestations, oui, on peut toujours les diffuser si ce n'est pas à des fins malveillantes et s'il n'y a pas d'appel à la haine et d'identification précise
du policier. Donc les droits de la presse sont absolument préservés. Ce n'est pas du tout la presse qui est visée là-dessus. Mais généralement, ce ne sont pas les journalistes qui filment les policiers qui font des appels à la haine avec ces images. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que cette disposition, elle ne concerne pas les journalistes. Essentiellement, elle concerne tous les nébuleuses que vous avez sur les réseaux sociaux de gens qui s'amusent à donner les adresses des policiers, les adresses personnelles, et qui font que nous, on a tous les jours des policiers ou des gendarmes ou des policières particulièrement qui nous disent qu'elles ont été suivies chez elles. C'est ce policier qui, chez lui, a trouvé des insultes racistes parce que c'est un policier noir et qui a trouvé des insultes racistes chez lui sur la façade de son domicile parce que quelqu'un avait donné des informations personnelles sur lui qui ont mené à sa persécution. Les appels à la haine sur Internet, vous évoquez le cas de Mila. Et il y a eu hier dans le journal Le Monde un article bouleversant sur Samuel Paty et les différents échanges qu'il a eus. On imagine qu'il y a énormément de Mila, de profs qui vivent ce qu'a vécu, hélas, Samuel Paty. Marlène Schiappa, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour éviter que ces personnes soient dans cette détresse-là ? D'abord, vous avez raison de rappeler cet article du Monde qui est effectivement un article qui brise le cœur, tout simplement, qu'on soit responsable politique ou pas, quand on sait ce qui s'est produit ensuite. Mais au-delà de ça, moi, je voudrais vous dire que en tout cas, mon obsession, c'est vraiment de protéger les personnes qui sont menacées. Et c'est la cohérence que je rappelais tout à l'heure. Et c'est pourquoi, dans le projet de loi pour conforter les principes républicains, qui est dit séparatisme, nous allons introduire une disposition de protection. Il y aura un délit de mise en danger de la vie d'autrui qui visera toutes les personnes qui, sur Internet, publient, par exemple, l'adresse d'un journaliste, son adresse personnelle, ou l'adresse personnelle d'un professeur, d'un enseignant, qui vise à menacer les journalistes, les enseignants, tous ceux qui défendent justement cette liberté d'expression, ou tout simplement cette liberté de réfléchir. Et donc nous voulons les protéger, et donc il sera désormais puni par la loi le fait de diffuser des informations personnelles sur des enseignants, sur des journalistes, sur ces personnes qui sont en première ligne. Mais alors comment distinguez-vous justement là où s'arrête la liberté d'expression, puisqu'on a le droit aussi de critiquer sur Internet, ça fait partie de la liberté d'expression, quand débute la haine ? On a le droit de critiquer, on n'a pas le droit d'appeler à la haine, et ça, la liberté d'expression, elle est très encadrée. On n'a pas le droit, à l'heure actuelle, dans l'espace public, de poursuivre quelqu'un dans la rue en lui criant « sale juif », par exemple. C'est la même chose sur Internet. La liberté d'expression... Sale juif, ça ne relève pas de la liberté d'expression, mais lorsqu'on est dans une critique, fût-elle acerbe, d'une personne, est-ce qu'on a le droit de le faire ? Alors ça, ce sera au juge de le déterminer. Il est évidemment permis de critiquer qui que ce soit et bien évidemment, a fortiori, permis de critiquer les membres du gouvernement. Je le rappelle au cas où il y ait une ambiguïté là-dessus. Mais je crois que là, par exemple, pour Samuel Paty, on n'était plus dans la critique. Quand on a des vidéos où des gens appellent à venir, appellent à la haine, donnent l'adresse personnelle de quelqu'un, on sait pourquoi on donne une adresse personnelle d'un professeur ou d'un policier ou d'un journaliste. Pourquoi les anciens journalistes de Charlie Hebdo, des gens donnent leur adresse personnelle sur Internet, c'est pas pour les critiquer. C'est bien évidemment des appels à passer à l'action violente vis-à-vis d'eux. On ne donne pas l'adresse personnelle de quelqu'un, l'adresse de l'école de ses enfants, l'endroit où travaille sa famille pour critiquer. C'est pour inciter au passage à l'acte et c'est ce discours-là que nous voulons combattre. Un projet de loi confortant les principes républicains sera présenté le 9 décembre prochain. Ça sera le jour anniversaire de la promulgation de la loi de 1905. Pourtant, a priori, les mots séparatisme et laïcité ont été évincés du titre. Pourquoi, Marlène Schiappa ? Alors, le président de la République était attaché à ce que d'abord le titre reflète le contenu de la loi. Et sur la loi, il y a des dispositions contre l'islamisme radical, ou en tout cas contre les séparatismes plus exactement. Mais il y a aussi des dispositions qui visent à conforter les principes républicains. Par exemple, quand on interdit les certificats de virginité, quand on lutte mieux contre les mariages forcés, quand on protège les enseignants ou les journalistes mis en danger, comme je viens de l'expliquer. Donc l'idée, c'est vraiment de porter des principes positifs et avec un titre qui reflète le contenu de la loi. Et cette loi, elle vise à conforter les principes républicains avant toute chose. Les certificats de virginité, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus le droit en France d'en délivrer ? Oui, absolument. Mais moi, je trouve incroyable qu'en 2020, on doive encore débattre du fait de savoir si quelqu'un a droit d'envoyer sa fille ou sa fiancée chez un gynécologue pour certifier de sa virginité. C'est une atteinte à la dignité de la personne, à mon humble avis. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de remontées de gens qui nous ont dit qu'il y avait effectivement encore en 2020 des personnes qui demandaient des certificats de virginité. C'est un phénomène qui existe. C'est pas par millions, il n'est pas massif, mais on a recensé au moins plusieurs milliers de demandes de certificats de virginité chaque année
en France. Donc ça me semble fondamental de rappeler là aussi que comme la République s'est prononcée il y a des années en interdisant l'excision, la République se prononce aujourd'hui pour interdire cette pratique dégradante. Non, mais sur le plan philosophique, c'est intéressant. Imaginons, c'est une pure hypothèse, que ce soit une personne majeure qui en demande un. Est-ce qu'on peut le lui délivrer? Non, parce qu'on interdira d'abord les tests de virginité, mais aussi la délivrance de tout certificat médical qui n'a pas de rapport avec la santé. Certifier votre virginité, ça n'a pas de rapport avec votre santé. Et par ailleurs, des gens nous disent, oui, mais nous, on fait des certificats de complaisance sans faire de test, parce que comme ça, on renvoie la jeune fille dans sa famille avec son petit certificat. Moi, je me demande qu'est-ce qui va se passer pour la jeune fille une fois qu'elle est revenue dans sa famille avec son certificat. Et par ailleurs, j'alerte sur le fait que parfois, il y a des gens qui demandent de faux certificats de virginité, des certificats de complaisance, pour aller innocenter, par exemple, un homme qui aurait commis des agressions sexuelles ou des viols dans le cadre intrafamilial et qui irait ensuite demander un certificat de virginité. Il n'y a que de bonnes raisons de mettre fin à cette pratique. Et alors, dans ces cas-là, est-ce que les opérations de reconstruction de l'hymen Marlène Schiappa, je ne parle pas de cas spécifiques, de femmes violées, enfin de cas très particuliers, dans le cas général, est-ce qu'elles vont continuer à être autorisées en France ? Alors nous, c'est pas quelque chose qu'on a mis dans la loi puisqu'on s'est tenu vraiment aux certificats qui n'ont pas de rapport avec la santé de la personne ou qui sont des faux certificats. C'est la même chose par exemple sur les allergies au chlore. On a un enseignant, Yanis Roder, qui enseigne en Seine-Saint-Denis, qui est également un intellectuel et qui nous a alerté sur le fait qu'il avait environ 60 à 80% d'une classe d'âge de filles qui avaient subitement des allergies au chlore parce que leurs parents ne voulaient pas qu'elles aillent à la piscine apprendre à nager avec des garçons. Donc je crois que c'est important de défendre la mixité. La mixité, pour moi, elle fait partie des principes de la République. Le fait que femmes et hommes, on peut partager un même espace de vie, de loisirs, d'apprentissage, de travail. Le livre que vous publiez chez Grasset, Marlène Schiappa, est une série de portraits de femmes. Alors, il y a par exemple celui d'Imani B, qui est une femme de chambre qui travaille dans le 14e arrondissement de Marseille. On a beaucoup parlé de ces premiers de corvée pendant le premier confinement. Est-ce que vous ne trouvez pas que justement ces personnes ont été très oubliées depuis lors ? Alors moi, je les ai absolument pas oubliés, puisque même dès avant le confinement, j'avais pris une initiative justement sur les conditions de travail des femmes de chambre dans mes précédentes fonctions pour faire en sorte qu'elles puissent avoir des conditions de travail décentes. Et c'est d'ailleurs la rencontre avec cette femme qui travaillait à l'époque à Marseille qui m'a incitée à me pencher sur cette question, parce qu'effectivement, il y a des conditions de travail qui sont parfois innommables. Je ne dis pas que c'est le cas partout, mais il y a des endroits dans lesquels on ne les laisse même pas prendre une petite pause pour aller boire un verre, où on leur dit que comme elles sont en sous-traitance, elles n'ont pas le droit de partager la même salle de pause que ceux qui sont des salariés permanents. La particularité des personnels de ménage, c'est qu'on veut bien que le ménage soit fait, mais on ne veut pas les voir dans la journée. Donc moi, j'avais lancé un travail dans mes précédentes fonctions, justement sur la répartition horaire et le fait de dire que peut-être qu'il serait supportable, et je le dis avec beaucoup d'ironie, pour les cadres de voir les personnes qui font le ménage et qui nettoient les bureaux. Et le témoignage d'Imani, il était pour moi important dans ce livre parce qu'elle raconte avec beaucoup de sincérité et beaucoup de spontanéité ce que physiquement ça produit de faire le ménage, d'être femme de chambre toute la journée. Et puis, il y a aussi d'autres portraits de femmes. Alors, j'en ai choisi un autre, Camille Emmanuel, qui décrypte la sexualité Ouais. malgré, dites-vous, les menaces de mort pesant sur son mari, ancien dessinateur de Charlie Hebdo. Pourquoi avoir choisi Camille Emmanuel ? Parce que je trouve qu'elle a un discours absolument passionnant, parce qu'elle a un discours sur le féminisme qu'on n'entend pas ailleurs, qui est très peu dogmatique et qui est fondé vraiment sur ce qu'elle a vécu. Et c'est une femme diplômée, brillante, extrêmement intelligente, et elle a choisi comme domaine de spécialité la sexualité féminine. Et elle explique qu'à chaque fois, ça produit des réactions outrées ou parfois un peu condescendantes d'avoir choisi ce domaine de spécialité. Et puis finalement, je trouve que ça n'est pas si léger que ça, parce qu'effectivement, c'est une femme qui se bat pour écrire et faire écrire les autres sur la sexualité féminine. Et on pourrait trouver que c'est un domaine futile, frivole, etc. Mais ça ne l'est pas. D'abord, elle le fait de manière vraiment philosophique, avec une approche profonde, d'une part. Et d'autre part, effectivement, elle vit sous protection, sous menace en tout cas, puisque c'est la femme de Luz qui était dessinateur de Charlie Hebdo. Et donc, elle sait à quel point il faut parfois se battre jusqu'à le payer de sa vie pour avoir le droit de s'exprimer et le droit pour les femmes de parler de sexualité. Alors, la période du confinement est une période traditionnellement
compliquée, dangereuse pour certaines femmes. Avez-vous de nouveaux chiffres sur les violences conjugales, Marlène Schiappa? On a eu 15% de signalements en plus depuis le début du deuxième confinement, si je peux l'appeler de cette manière, sur la plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui est une plateforme du ministère de l'Intérieur où vous avez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des policiers et des gendarmes formés spécifiquement pour cela, qui échangent avec les femmes victimes de violences. C'est-à-dire qu'il y a eu 15% donc, d'actes criminels en plus. Qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que là, il ne faudrait pas avoir d'autres mesures, puisque, semble-t-il, les mesures précédentes ne suffisent pas? Alors d'abord, les mesures précédentes, au contraire, elles nous montrent qu'il y a beaucoup moins de violences conjugales et de violences intrafamiliales que pendant le premier confinement, même s'il est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais le gouvernement, pendant le premier confinement, s'est démené et nous poursuivons pendant ce deuxième confinement. J'étais avec mes collègues Adrien Taquet, qui est chargé de la famille, et Elisabeth Moreno au travail sur ces questions. Nous avons mis en place toutes les possibilités pour les femmes d'alerter sans forcément avoir à se rendre dans le commissariat. C'est cette plateforme que j'évoquais, mais ce sont aussi les points d'écoute et d'accompagnement des femmes dans les centres commerciaux ou dans les hypermarchés. C'est aussi le partenariat que nous avons au gouvernement avec l'ordre des pharmacies. Une femme peut se rendre dans une pharmacie pour appeler les forces de l'ordre. Et alors, ça veut dire, parce que 15%, c'est un chiffre qui peut paraître abstrait, mais ça veut dire, par exemple, qu'il y aurait eu, depuis le lancement de la plateforme, par exemple, 20 000 signalements? Absolument. Ça veut dire au moins 20 000 femmes qui souffriraient de violences conjugales. On imagine que la première des choses à faire, c'est de donner la possibilité à ces femmes de ne plus habiter avec le conjoint violent. On est très loin d'avoir 20 000 appartements ou 20 000 structures qui permettraient de les loger, j'imagine. Alors en fait, il y a deux approches différentes. D'abord, nous, ce que nous nous battons au gouvernement depuis 2017, c'est enfin mettre en œuvre ce qu'on appelle l'éviction du conjoint violent, qui est dans la loi de très longue date et qui est assez peu mise en œuvre. Pourquoi ? Parce que le conjoint qui est violent, ce n'est pas parce que la femme lui demande gentiment qu'il va faire ses valises et qu'il va s'en aller. Et c'est pour ça qu'on a décidé de renforcer la loi avec 2 nouvelles lois qui ont été prises depuis le Grenelle des violences conjugales. Et un bilan en sera présenté le 25 novembre par ma collègue qui est désormais chargée de ce sujet. Mais nous, ce que nous avons voulu faire, c'est mettre en œuvre véritablement l'éviction du conjoint violent. Et donc, nous avons ouvert de nouvelles places à la fois pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et nous avons décidé de créer des centres de prise en charge des hommes auteurs de violences conjugales pour éviter la récidive, comme ça se fait à Arras. C'était le procureur Luc Frémiot qui avait créé ça à l'époque. Il y a une polémique autour du 3919. C'est une ligne pour déclarer les violences conjugales. Elle est gérée par la Fédération nationale Solidarité Femmes. Et mardi, cette association s'est insurgée contre la volonté du gouvernement de la soumettre à une procédure de mise en concurrence, Marlène Schiappa. Alors, d'abord, ça ne relève pas de ma prérogative puisque c'est désormais Elisabeth Moreno qui m'a succédé à Égalité Femmes qui gère ce dossier. Mais sur le fond, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une ligne très bien gérée qui est le 3919 qui est gérée par l'association Fédération nationale Solidarité Femmes. Et ce numéro de téléphone, il a été créé de longue date. Le président de la République a souhaité, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, que cette ligne, qui n'est pas ouverte le soir et le week-end, soit désormais ouverte 7 jours sur 7, qui n'est pas ouverte le dimanche, soit ouverte désormais 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ça signifie qu'il y a de l'argent public à mettre en plus. Et donc, il y a effectivement une interrogation au niveau du gouvernement de savoir est-ce que ça veut dire qu'on augmente simplement la subvention ou est-ce qu'on dépasse les plafonds? Est-ce que légalement, on est obligé de passer par un marché public? Moi, mon souhait, je vous le dis très honnêtement, à titre personnel, mais je pense qu'il est partagé par l'ensemble du gouvernement, c'est que l'association Fédération nationale Solidarité Femmes conserve évidemment la gestion du numéro du 3919. On ne peut pas déléguer à une entreprise qui serait une entreprise d'assurance ou de hotline le fait de répondre à des femmes victimes de violences conjugales. C'est un sujet beaucoup trop sensible, beaucoup trop particulier et pour lequel, si on n'est pas engagé, on ne supporte pas de faire ça toute la journée. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve les voies et moyens de faire en sorte que dans le cadre légal et donc dans le cadre du marché public, l'association puisse conserver la gestion de ce numéro de téléphone. Et alors ça, c'est dans l'optique du signalement. Il y a aussi la pédagogie. Vous avez écrit dans le droit des femmes face aux violences dans la collection Savoir de Dalloz, Marlène Schiappa, une problématique qui serait celle pour les femmes de connaître leurs droits, ce qui signifie que selon vous, elles ne les connaissent pas encore précisément, elles ne les connaissent pas toutes.
Mais c'est un petit livre qui sort aujourd'hui chez Dallos, qui est un petit livre de poche qui coûte 4 € et je le dis parce que tout est reversé. Je reverse tous les droits d'auteur justement au 3919, à l'association qui gère le 3919 et j'ai compilé dans ce petit livre tous les nouveaux droits des femmes face aux violences parce qu'un droit qu'une femme ne connaît pas, elle ne peut pas s'en saisir et c'est comme s'il n'existait pas. Or, en 3 ans, on a considérablement fait évoluer ces droits. Et donc, j'ai mis beaucoup d'articles de loi pour que les femmes puissent se fonder dessus, mais aussi des conseils d'experts comme le directeur général de la police nationale, des avocates, des associations, etc. Et des modèles de courrier. Par exemple, vous savez maintenant en droit, une femme qui vit justement avec un conjoint violent, elle a le droit de partir du domicile et de cesser de payer sa part de loyer dès lors qu'elle a déposé plainte. Et donc j'ai fait des modèles de courrier pour que les femmes qui sont dans cette situation aient juste à ouvrir ce mini-livre qui tient dans un sac à main et à voir le modèle de courrier et à l'envoyer directement. Donc c'est un livre qui est destiné à les aider, à les accompagner. Et puis, il y a des affaires qu'on ne comprend pas du tout, Marlène Schiappa. L'affaire de Julie, c'est une jeune fille qui avait 14 ans au moment des faits. Celle-ci avait sympathisé avec un homme qui se trouve être un pompier. Celui-ci avait eu des relations sexuelles avec elle. Et puis, il l'a proposé à ses collègues, à une vingtaine de collègues, d'avoir à leur tour des relations sexuelles avec cette très jeune fille. Jeudi dernier, la Cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de requalification en viol du procès donc de ces 21 personnes et c'est devenu des atteintes sexuelles comme si à 14 ans on pouvait consentir à ce type de relation. Qu'en pensez-vous ? Mais vous savez qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, hélas, j'ai envie de dire, parce que voilà, je peux pas me prononcer sur le cas général, vous pouvez le faire. Sur le cas général, moi, ma conviction, et c'est ce que nous avons fait dans la loi avec Nicole Belloubet, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'en dessous de 15 ans, un enfant, un adolescent, une adolescente ait consenti à un rapport sexuel avec un adulte. C'est pour ça qu'en 2018, on a fait voter avec Nicole Belloubet une disposition qui vise à dire que dès lors qu'on a moins de 15 ans, c'est caractérisé par la menace, la surprise, la contrainte, c'est-à-dire que ça rejoint la définition du viol. Et moi, cette loi, nous l'avons faite justement pour protéger les moins de 15 ans, pour dire que même quand une personne a moins de 15 ans, même si elle a envoyé des émojis cœur, même si c'est elle qui a sollicité, entre guillemets, le rapport sexuel, elle ne peut pas avoir consenti à un rapport sexuel avec un adulte. Manifestement, cette disposition de loi, elle n'est pas saisie par l'ensemble des magistrats. Il y a une libre interprétation des magistrats qui reste. Je n'ai pas à communiquer ici les détails du dossier dans cette affaire en particulier, mais j'ai confié à la députée Alexandra Louis une mission d'évaluation pour qu'elle nous dise justement si les magistrats s'en sont saisis ou pas, et elle remettra les conclusions de cette mission début décembre, notamment au garde des Sceaux, pour qu'on voit s'il y a de nouvelles dispositions à prendre pour mieux protéger les jeunes filles et d'ailleurs les jeunes garçons aussi. Marlène Schiappa, Entre toutes les femmes, c'est le livre que vous publiez aux éditions Grasset, 10 rencontres exceptionnelles